On croyait connaître la Méditerranée. Jusqu'au jour où, sous 6 à 10 mètres d'eau au large d'Israël, les archéologues ont découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû survivre. Une ville entière, vieille de 9000 ans, parfaitement organisée, avec ses maisons, ses puits, ses murs mégalithiques. Un site tellement ancien qu'il précède les pyramides de plusieurs millénaires. Alors une question dérange. Quelle civilisation pouvait construire cela, puis disparaître sans laisser de traces, et surtout, pourquoi Atlitiam repose-t-elle aujourd'hui au fond de la mer? Ce que tu vas entendre remet en cause ce que l'on croyait savoir sur les débuts de l'humanité. Quand les plongeurs archéologues repèrent pour la première fois des pierres alignées sous les eaux d'Atlite, ils pensent à un simple amas naturel. La Méditerranée en regorge. Mais en s'approchant, une évidence s'impose. Les blocs sont taillés, assemblés, et forment un cercle parfait. Une structure humaine, méthodique, pensée. Très vite, l'équipe comprend qu'elle vient de mettre la main sur quelque chose d'immense. Littéralement. Sous leurs yeux, étendu sur près de 40 000 mètres carrés, un village complet surgit du bleu profond. Les premières datations au carbone, 14, tombent comme un coup de tonnerre. Environ 6900 avant notre ère. Un âge qui renvoie à la période pré-poterie néolithique. Un monde où l'on croit encore que les hommes vivent en petites communautés fragiles, tout juste sortis du nomadisme. Atlitiam dynamite cette vision. Ici, tout indique une société organisée, habitation circulaire de pierre, ateliers, zones de stockage et surtout un système hydraulique d'une complexité stupéfiante pour une époque aussi reculée. Le choc le plus puissant, pourtant, vient des puits. Parfaitement taillés, ils plongent jusqu'à atteindre des nappes d'eau douce aujourd'hui inaccessibles. Cela prouve deux choses. D'abord, que le niveau de la mer était bien plus bas. Ensuite, que les habitants maîtrisaient déjà l'art délicat de gérer une ressource vitale. Rien à voir avec un campement improvisé. Atlitiam respire la permanence, la stabilité, le savoir-faire transmis. En arpentant le site, les plongeurs sentent une présence silencieuse, presque solennelle, comme si chaque pierre voulait raconter quelque chose. Le village n'a pas été détruit par une vague de violence, il a simplement disparu. Lentement. Sûrement. Et sans laisser d'explication. Une absence qui intrigue les chercheurs, mais qui surtout ouvre la porte au mystère. Comment une société aussi avancée a-t-elle pu sombrer, littéralement, dans l'oubli? Et si la réponse se trouvait dans les forces mêmes qui façonnent la Méditerranée? En avançant dans les ruines d'Atlitiam, les chercheurs découvrent rapidement que ce village n'était pas un simple regroupement d'abris. Tout, absolument tout, respire l'ingénierie. L'élément le plus spectaculaire reste ce cercle de pierres dressées, parfois appelé le Stonehenge de la Méditerranée. 8 mégalithes massifs, soigneusement positionnés, entourent une sorte de bassin rituel. Certains blocs portent même des rainures taillées, destinées à canaliser l'eau. Pour une communauté vivant il y a 9000 ans, cette maîtrise de la pierre et de l'hydraulique dépasse ce que l'on croyait possible. Les foyers témoignent d'un mode de vie sédentaire, mais sophistiqué. Des restes de céréales, d'animaux domestiqués, des outils parfaitement polis. Le quotidien d'Atlitiam n'était pas celui de survivants isolés, mais d'un peuple qui comprenait son environnement, l'adaptait et s'en servait. Au fond d'une maison, on retrouve même un espace dédié aux soins, preuve que les habitants savaient de traiter certaines maladies. L'un des squelettes révèle la plus ancienne trace connue de tuberculose, un détail qui pourrait passer inaperçu, sauf qu'il indique une connaissance médicale rudimentaire. Les mégastructures, elles, dévoilent la partie la plus troublante du puzzle. Ces pierres n'ont pas été placées au hasard. Leur alignement semble lié au soleil et au cycle de l'eau. S'agit-il d'un sanctuaire? D'un outil de suivi climatique? D'un lieu communautaire servant de point de repère pour les saisons agricoles? Rien n'est tranché, mais une chose est sûre. Atlitiam n'était pas un village primitif. C'était un centre organisé, avec une vision du monde. Et c'est justement ce niveau d'avancement qui rend plus grande encore la question que personne ne peut éluder. Comment un peuple, capable d'un tel savoir, a-t-il été englouti sans combattre? Peut-être que ce drame n'a pas commencé sur Terre, mais au fond de la mer. Pour comprendre la disparition d'Atlitiam, il faut observer la Méditerranée comme un être vivant.
Après la dernière glaciation, les calottes polaires fondent, les mers montent et les côtes avancent inexorablement vers l'intérieur des terres. Ce phénomène est lent à l'échelle humaine, mais brutal à l'échelle d'une civilisation. Quand Atlit Yam est construit, le niveau marin est bien plus bas. Les puits le prouvent. Ils atteignaient une nappe d'eau douce aujourd'hui totalement submergée. Cela signifie qu'au fil des siècles, la mer a grignoté sans relâche le rivage, rapprochant progressivement ses eaux du village. Les habitants ont dû voir les premières alertes. L'eau devenait plus salée, les puits moins fiables, les terrains agricoles plus humides. On peut imaginer des discussions autour des foyers. Faut-il partir? La mer va-t-elle encore monter? Dans un monde sans écriture, sans carte, sans archives climatiques, la mer n'était pas un paramètre scientifique. C'était une force, parfois protectrice, parfois destructrice, mais toujours mystérieuse. Et pourtant, les habitants ont résisté. Ils ont réparé, consolidé, adapté, jusqu'au jour où l'équilibre s'est rompu. Les géologues estiment qu'un tsunami a peut-être porté le coup final. Le séisme qui aurait frappé la région pourrait avoir inondé les zones basses en quelques minutes. Un événement que même une communauté organisée n'aurait pas pu anticiper. Mais l'hypothèse la plus solide reste celle d'une montée progressive du niveau marin étalée sur des siècles, rendant le site tout simplement inhabitable. À un moment, les habitants n'ont plus eu d'autre choix. Ils ont quitté leurs maisons, leurs pierres dressées, leurs jardins et leurs puits. Ils ont laissé derrière eux une société riche, stable, profondément ancrée dans son paysage. La mer, elle, a achevé le travail. Elle a recouvert le village, pierre après pierre, jusqu'à le plonger dans un silence d'éternité. Et aujourd'hui, ce silence nous pose une question simple et troublante. Qu'ont-ils emporté avec eux et qu'ont-ils laissé disparaître pour toujours? Un détail glaçant pourrait nous donner la réponse. Des traces humaines figées sous l'eau. Au cœur d'Atlit Yam, les archéologues tombent sur quelque chose d'inattendu. Un cimetière. Pas un amas d'ossements dispersés, mais des enterrements soigneusement organisés. Les corps sont disposés avec intention, parfois accompagnés d'objets, parfois mêlés à des gestes rituels que nous ne comprenons plus vraiment. Ce seul détail change tout. Cela signifie qu'Atlit Yam n'était pas seulement un lieu de vie, mais aussi un lieu de mémoire, un espace où l'on honorait les morts et où l'on affirmait un lien profond avec la terre. Parmi ces sépultures, deux attirent particulièrement l'attention. Une femme et un enfant enterrés côte à côte, comme si l'on avait voulu symboliser une transmission ou protéger un lien familial. Ce geste, vieux de 9000 ans, traverse le temps et frappe encore aujourd'hui par sa sensibilité. Loin d'être des silhouettes anonymes perdues dans la préhistoire, ces habitants deviennent soudain réels. Ils avaient des visages, des peurs, des croyances, des rites. Mais ce sont surtout les marques sur certains squelettes qui intriguent les spécialistes. Des signes de maladie, dont la tuberculose, apparaissent clairement. Cette découverte est capitale. Elle indique non seulement que cette maladie est bien plus ancienne qu'on le pensait, mais aussi que la communauté vivait assez longtemps et assez densément pour que des infections chroniques s'installent. Un village sain, bien géré, n'aurait pas laissé ce type de traces. Cela prouve à la fois leur maîtrise de la vie sédentaire et leurs limites face aux défis biologiques du néolithique. Enfin, un dernier élément trouble les chercheurs. Aucune trace de violence, aucun signe d'un abandon chaotique. Les habitants ne sont pas morts d'un massacre, ni d'une catastrophe soudaine sur place. Ils ont vécu, enterré leurs morts, puis sont partis. Le village a été englouti après leur départ, comme si le lieu lui-même avait expiré lentement. Ce qu'on retrouve à Atlit Yam n'est pas seulement une société archaïque, c'est un monde humain, structuré, sensible et déjà confronté à des enjeux qui nous ressemblent étrangement. Reste une question qui glace encore les spécialistes. Où sont-ils allés après la disparition du village? Une fois qu'on accepte que les habitants d'Atlit Yam ne sont pas morts sur place, une autre question, encore plus dérangeante, surgit. Où ont-ils fui? Ce peuple, capable de construire des mégastructures, de gérer l'eau, de soigner ses malades et d'enterrer ses morts avec respect, n'a pas pu simplement disparaître dans la nature. Pourtant, aucune trace directe d'une migration organisée n'a été retrouvée. Pas de villages jumeaux, pas de marqueurs culturels évidents, pas d'héritage architectural qui prolonge leur style.
C'est comme si leur identité s'était diluée dans un puzzle plus vaste, celui de la Méditerranée néolithique. Les chercheurs avancent plusieurs pistes. La première, un déplacement vers l'intérieur des terres à mesure que la mer se rapprochait. La montée des eaux aurait poussé les familles à remonter les vallées, cherchant de nouveaux sols, de nouvelles sources, de nouveaux lieux d'ancrage. Une migration lente, par étapes, suffisamment discrète pour ne laisser que peu de traces. Les outils retrouvés dans des sites néolithiques voisins présentent parfois des similitudes, mais rien de suffisamment solide pour parler d'une filiation directe. Une autre hypothèse, plus audacieuse, évoque une dispersion culturelle plutôt qu'un déplacement uni. Le savoir des habitants d'Atlit-Yam, agriculture, pêche, gestion hydraulique, aurait simplement été absorbé par les groupes voisins. Un transfert de compétences plutôt qu'un transfert de population. C'est plausible, dans un monde sans frontières, les cultures s'influencent, se mélangent, s'effacent parfois. Mais la possibilité la plus fascinante reste que les habitants aient volontairement quitté leur sanctuaire au moment précis où l'eau devenait une force incontrôlable. Comme si le village avait été conçu pour un cycle de vie limité. Comme si sa disparition avait été anticipée. Une pensée qui, sans preuve, flotte entre archéologie et intuition. Aujourd'hui, Atlit-Yam demeure une rupture dans notre récit des origines. Un peuple avancé, une société stable, une maîtrise technique qui surprend, et ensuite, le silence. Leur nom s'est perdu. Mais leur village, lui, demeure sous l'eau, intact, défiant notre compréhension. Reste la dernière grande question. Que révèle ce site sur la vraie profondeur de nos civilisations anciennes? Atlit-Yam n'est pas un simple vestige noyé sous les vagues. C'est un rappel brutal que notre histoire n'est ni linéaire, ni simple, ni aussi bien comprise qu'on aime le croire. Sous 10 mètres d'eau repose une communauté qui, 9000 ans avant nous, bâtissait, gérait, soignait, observait la nature et lui répondait avec intelligence. Rien d'un village primitif. Tout d'un monde structuré, solide, enraciné. Et pourtant, ce monde a disparu, lentement, silencieusement, comme si la mer s'était emparée d'un chapitre entier de notre mémoire collective. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des pierres taillées, des puits impossibles. Un cercle mégalithique aligné avec précision, des sépultures pleines d'humanité. Et surtout, une absence. Une absence qui nous parle plus fort que n'importe quel récit. Atlit-Yam nous rappelle que les civilisations, même les plus ingénieuses, avancent toujours au bord d'un équilibre fragile, celui du climat, de l'eau, des ressources, du monde qui change. Ce village englouti n'est pas un accident isolé, mais peut-être un avertissement enveloppé dans la brume du néolithique. Rien n'est éternel, sauf ce que nous transmettons. En plongeant dans Atlit-Yam, nous ne trouvons pas seulement une société ancienne. Nous trouvons un miroir, une preuve que l'humanité a déjà affronté des bouleversements majeurs, déjà créés, déjà perdus, déjà recommencés.